Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel, dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 19. L'histoire d'Anaïs. Version slow sex. Qu'allait-elle offrir comme impudicité aujourd'hui? Elle appréciait utiliser des jouets pour atteindre l'orgasme, se mettre en valeur en portant de la lingerie fine qu'elle avait rarement l'occasion d'enfiler autrement, chausser une paire de talons hauts avec lesquels elle aimait s'imaginer graffiner les flancs et les cuisses d'un individu partenaire de jeu en position missionnaire. En passant ces options en tête, elle se mirait dans la grande glace installée devant son lit et se décida à combiner jouets et talons. Elle avait reçu une paire de bottillons en cuirette noire, la veille justement, commandée en ligne. Cette session photo-vidéo allait lui permettre d'en mesurer leur effet. Elle choisit également un accessoire avec lequel elle se procurerait un plaisir gentil. Un dildo en verre lisse qu'elle aimait se glisser dans la fleur. Cette autostimulation de type titillement serait filmée pour ses admirateurs. Quelques centaines étant des réguliers payants, d'autres passant sur son site au hasard, contribuant ainsi à son gain du jour momentanément. D'abord, clic, sa bouche entr'ouverte effleurant une extrémité parfaitement arrondie de l'objet phallique. Regard joueur. En examinant le résultat de cette prise, elle apprécia le glitter de son gloss rosé qui amplifiait l'effet de moiteur sur ses lèvres. Elle posta ce premier geste coquin pour débuter sa journée en ligne, en guise de coucou à sa communauté. Déjà, ses fans la complimentaient et certains lui faisaient parvenir leurs demandes et leurs cadeaux, des montants d'argent extra à leur abonnement mensuel pour qu'elle vienne les saluer dans un chat en privé. Mais pour l'heure, elle avait déclenché le mode vidéo. Elle voulait d'abord se réchauffer devant l'objectif avant d'y passer quelques heures qui s'annonçaient heureuses et lucratives. Anaïs aimait ce rythme de vie. Elle aimait ce moyen de subsistance qui lui apportait sécurité et autonomie. Si quelqu'un lui avait demandé enfant ce qu'elle voulait faire quand elle serait adulte, elle n'aurait jamais pensé répondre me mettre nue devant un objectif pour être désirée par des appréciateurs depuis leur poste d'observation. Cependant que ses parents lui avaient permis de développer un rapport sain face à l'intimité, en lui présentant toujours de leur mieux le fait intime, avec transparence et éducation. Mais il lui avait également offert de belles opportunités de développement global de son unicité. Cours de chant et de piano, intégration à un club d'athlétisme, responsabilisation dans la maison et via un boulot dès l'âge de 15 ans, voyage annuel dans l'un ou l'autre des pays de cette planète bleue, des études supérieures. Anaïs avait une bonne idée de sa place dans le monde, de qui elle y était et de qui elle voulait y être. Son compte en ligne, qui ouvrait une fenêtre de son intimité sur ce même monde, et lui fournissait la possibilité de faire de la musique, voie qu'elle considérait comme étant sa principale vocation. Cette passion qui était un élément essentiel à son existence, c'était son compte en ligne qui lui permettait que de nombreux blocs d'heures de sa grille horaire soient libérés pour la suivre, autant qu'elle le voulait, ou presque, tout en lui procurant des rentrées d'argent assez importantes pour ne pas crever la dalle à faire ce choix. D'ailleurs, parfois, elle offrait à ses fidèles followers une session d'elle au clavier, assise sur sa fuck machine,
un demi-baril vibrant sur lequel un accessoire pénétratif ou non y était attaché. Le défi de ce genre de session étant de rester concentré le plus longtemps possible à rendre une performance musicale de qualité avant de se faire traverser par l'onde orgasmique de ce jouet sexuel ultime. Ses admirateurs appréciaient ce moment de prestation combinée qui revenait une fois semaine à tous les jeudis et qu'Anaïs avait nommé solfège sulfureux. Ces bottillons de cuirette noire reçus hier faisaient fureur. Parmi ses admirateurs, il y avait des fétichistes des pieds, certains préférant qu'ils soient chaussés, d'autres qu'ils soient nus. Anaïs aimait répondre aux désirs de ses admirateurs si elle se sentait confortable de le faire. Alors quand l'un d'eux lui faisait parvenir une requête et qu'elle en était disposée, elle disparaissait quelques minutes dans un espace chat privé avec cet individu requérant, moyennant un tarif d'extra de verser sur son compteur. Gilles était l'un d'eux aujourd'hui. De tempérament plutôt timide, il formulait toujours ses demandes spéciales avec une politesse alambiquée. Anaïs lui apportait une belle dose de simplicité et de fraîcheur dans sa vie rigidifiée. Ce podophile lui avait déjà exprimé toute sa gratitude à l'égard de ses chaussures qu'elle aimait porter. En privé dans le chat, Gilles lui demandait souvent qu'elle caresse ses pieds chaussés avec ses mains. Il disait s'imaginer que c'était ses propres mains qui avaient le privilège de matérialiser cette caresse. Aujourd'hui, Gilles encensait le matériau des bottillons, sa brillance, sa texture soyeuse. Quand il prononçait les mots, Anaïs sentait toute son excitation, entendait ce désir, cette fébrilité bouleversante. Elle l'encouragea à se caresser lui-même pendant qu'elle faisait courir ses doigts sur ses pieds chaussés, tout en changeant d'angle subtilement pour que ce fétichiste puisse prendre son pied, littéralement. Et puis, cette parenthèse s'acheva et elle retourna au forum principal de sa page web. Un nouvel individu l'interpella dès son retour et lui demanda un entretien en privé, lui confirmant qu'il acceptait le tarif supplémentaire et qu'il lui verserait même un peu plus d'emblée. Satisfaite de cette seconde opportunité, Anaïs consacra d'abord un long moment à son groupe d'admirateurs avant de quitter à nouveau, en leur promettant de revenir, comme toujours, après cet entretien particulier qui mettrait en pause la diffusion générale de son contenu. Pendant ces longues minutes avec l'ensemble, elle s'effeuilla pour ne garder que ses bottillons aux pieds et le jouet de verre en main. Jouet qu'elle utilisa pour se masturber lentement, en le faisant glisser entre ses grandes lèvres lubrifiées par sa mouille naturelle, tout en s'adressant à ceux qui la saluaient dans le chat et lui demandaient de les saluer en retour. Le corps d'Anaïs réagissait toujours positivement à ces sessions d'autoplaisir devant l'œil d'un appareil. Quelque chose dans le fait de se positionner intentionnellement dans une énergie sexuelle l'allumait à tout coup. À des années-lumière de la vanité, elle se connectait plutôt à son rapport à elle-même, à ce reflet que le miroir lui renvoyait, à cette beauté qui était la sienne. Elle appréciait les proportions de son corps, la teinte de sa peau, les pointes de ses mamelons, le minuscule orifice de son nombril, le rebondi de ses fesses, le galbe de ses cuisses, et quand elle écartait les jambes, cette roseur ciblée par sa lascivité. Sa fente que ses admirateurs louangeaient. Je m'y glisserais avec un contentement ultime. Elle me semble mielleuse. De l'admirer me transporte au 7e ciel. La nudité en soi n'était pas sexuelle. Cette modèle amatrice le comprenait très bien. C'était le contexte qui déclenchait l'interrupteur de la pulsion animale, l'intention. Pour ses admirateurs, elle s'offrait intimement, et cela les rendait tous heureux. Elle, eux, le temps de ces quelques heures pendant lesquelles cet échange de désirs consensuels s'opérait. Donc Anaïs revint à ce nouvel individu qui l'avait interpellé, en lui offrant même d'augmenter la mise pour se démarquer des autres offrants qui souhaitaient passer quelques minutes à part avec elle. Sa demande était plutôt simple,
qu'elle s'insère le jouet dans la fleur avec l'aide de sa salive, installée sur le dos, jambes repliées. Elle s'exécuta. Il lui formulait des compliments salaces, lui disait à quel point elle l'excitait d'être une si bonne fille, de répondre à ses demandes avec cette docilité perverse. Mais le clou du spectacle vint de cet individu lui-même, quand il lui offrit cette fois plusieurs centaines de dollars, en plus de cet extra de départ par rapport à l'extra de base pour cet entretien en retrait seul à seul, pour qu'elle lui fasse parvenir ce jouet par la poste, tel qu'elle, enduit de ses effluves naturels. Elle nota l'adresse qu'il lui fournit et lui promit que ce serait chose faite dès le lendemain. Il lui offrit le montant et ça y est, leur moment particulier prit fin. Ce genre d'échange aussi facile et payant était rare. Anaïs l'apprécia assez pour décider d'envoyer une petite culotte qu'elle porterait pendant toute la nuit, en plus de l'objet en verre. Une surprise qui ferait sans doute plaisir au récepteur de ce colis cher payé. Lorsqu'elle revint dans l'espace général de son feed de la journée, pour reprendre contact avec l'ensemble de ses admirateurs, elle leur annonça que l'objet de verre avait été acheté par un nouvel entiché, avec qui elle venait de vivre un moment en privé et que donc la session en cours se poursuivrait sans. Qui sait, peut-être que cela en inspirerait d'autres à n'en faire autant dans une session future. Pour l'heure, elle décida de continuer la session avec une petite idée qui lui trottait dans la tête depuis quelques jours. C'était le temps de l'année où les cerises Bing, fermes et juteuses, abondaient dans les marchés et épiceries. Elle demanda s'il y avait des preneurs pour qu'elle relève un défi, celui de broyer assez de chair de ce petit fruit sur tige pour qu'un filet de jus n'en vienne à couler jusqu'à son sexe. Le challenge réel serait de rendre le tout de façon sexy et non grotesque. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle le présenta à ses admirateurs. D'abord, qui croyait qu'elle serait capable de réussir à créer un filet de jus de cerise dans un rendu érotique? Ensuite, deuxième volet à ce défi, qui croyait que le filet se rendrait à son sexe? Les gageures commencèrent à affluer dans l'espace chat commun pour créer 3 camps. Ceux du oui, les 2 volets du défi seraient relevés. Ceux du non, les 2 défis ne pourraient pas l'être. Et finalement, ceux du peut-être, qui prédisaient que seul un des 2 volets ne le serait. Anaïs annonça qu'un vote final aurait lieu à la fin de cette parenthèse ludique, pour déterminer quel camp l'avait emporté. Et de là, elle tirerait le nom d'un grand gagnant qui remporterait la mise d'obtenir une demi-heure complète avec elle en privé pour clore sa journée en ligne. Elle s'amusait. C'est ainsi que ce choix de vie l'incitait à continuer, en y insufflant un esprit de gaieté. L'expérience de la mastication du fruit grenat en était une belle preuve. Elle réussit les 2 défis, rendre le jeu chaud et provoquer une coulisse qui descendit jusqu'à son clito, qu'elle massa avec ce mélange de jus et de salive, jusqu'à jouir pour l'ensemble qui l'encourageait à y parvenir, à cet orgasme qui la transformait en une créature encore plus magnifique à observer. Le grand gagnant du tirage effectué dans le camp du oui s'avéra être l'un de ses plus fidèles admirateurs. Donc, elle eut une fin de session agréable à se faire toute câline de l'autre côté de son écran, tout spécialement pour lui. Son espace intime, elle l'aimait teinté de ce chaos gentil qui déstabilisait les visiteurs et les habitués. Quand la session de plusieurs heures se termina, elle alla se doucher et revint à la chambre pour ranger ses nouveaux bottillons de cuirette noire dans leur boîte qui allaient s'empiler sur les autres boîtes de chaussures, d'escarpins et de bottes dans son placard. Elle reviendrait dans 2 jours faire un coucou à sa communauté de fans. Qui sait ce qu'elle leur présenterait à ce moment-là et qui l'interpellerait pour un moment seul à seul avec elle. Pour l'heure, la suite de sa journée serait ponctuée de l'arrivée de cette nouvelle partenaire de jeu dans 1 heure. Celle qui savait exactement comment la faire jouir follement. Son corps allumé par ses heures libidineuses, avait grand besoin de ce relâchement orgasmique, de cette qualité obtenue par une dynamique à 2 dans la réalité. Cette femme qui savait ce qu'elle vivait parce qu'elle en faisait autant de son côté,
offrir une vitrine virtuelle de son intimité à des observateurs désireux, était une partenaire idéale, en plus d'être une complice émotionnelle qui prenait une place de plus en plus significative dans sa vie. Elle s'avait connectée via un forum de travailleuses du sexe qui encourageait ces êtres nés femmes à se rencontrer dans la réalité pour créer des connexions nourrissantes qui mèneraient à des conversations de partage tant nécessaires lorsque l'on choisit ce métier. Un release essentiel. Les deux êtres éveillant le désir se retrouvaient donc régulièrement avec envie et bien-être depuis quelques semaines maintenant. Depuis cette première fois qu'elles s'étaient rencontrées et avaient discuté pendant des heures et des heures, elles tissaient un lien unique, de fois en fois, en plus de communiquer plaisamment au fil de leur journée. Aujourd'hui, c'était décidé. Anaïs allait lui dire « je t'aime » parce qu'elle le ressentait cet élan émotionnel envers cette nouvelle complice. Décidément, sa vie était belle. La beauté. Intéressons-nous-y le temps de ce segment transitoire qui joue le rôle de pont entre la fiction et la suite de cet épisode 19. Oscar Wilde nous a offert la célèbre citation voulant que la beauté soit dans les yeux de celui qui regarde. Alors, quand de mon héroïne, je dis dans le récit tout juste présenté, qu'à des années-lumière de la vanité, elle se connectait plutôt à son rapport à elle-même, à ce reflet que le miroir lui renvoyait, à cette beauté qui était la sienne. Il est question de ses yeux à elle qui regardent cette beauté qu'elle incarne, de ce rapport qu'elle a avec l'image d'elle-même. Anaïs, pour en arriver à ce positionnement sain face à son reflet dans le miroir, elle a dû accepter cette image d'elle-même, cette représentation que son corps et ses traits constituent comme passeport dans le monde dans lequel elle évolue. Parce qu'on a beau dire que la beauté est subjective, l'humain mesure l'autre humain selon son apparence, en premier lieu. L'humain évalue son prochain selon ce qu'il voit, s'il ne vit pas avec un handicap visuel qui l'en empêche de le faire, et ce, dès les premières secondes où son regard se pose sur cet autre, par réflexe social. À qui ai-je affaire? Qui est cet autre que je croise dans ce contexte X? On dit que l'habit ne fait pas le moine. Malgré tout, notre style vestimentaire, notre hygiène personnelle, nos traits et nos attributs physiques, tout cela cumule en une carte de visite visuelle et sommaire de qui nous sommes dans ce monde. Et lorsqu'un autre humain nous évalue, elle le fait à partir de ses propres critères de mode, d'hygiène, de beauté, selon ses expériences en tant qu'humain qui fait partie d'une certaine culture. J'utilise souvent l'expression « humain socialisé » dans mon projet balado. Cet humain socialisé qui vit dans ce monde, ouvert sur le monde, selon la fenêtre qu'est l'ensemble des technologies qui permet ce regard sur les autres humains, les autres cultures, qui vivent partout sur cette planète. Malgré qu'en surface, l'humain socialisé, s'il s'en tient au contenu des médias sociaux, il consomme des images qui ne représentent pas la diversité de l'humanité, soyons honnêtes. L'humain socialisé qui surfe les reels, les shorts, les stories, il observe du contenu mis en scène et uniformisé selon des standards. Ces standards de beauté qui minent l'estime de soi de tant d'humains, nés femmes et nés hommes. La beauté humaine naît d'une analyse faite à partir de ce que nous voyons. Mais cette analyse, elle est elle-même opérée à partir de filtres d'interprétation programmés dans notre mental, à partir de ce que nous avons accumulé d'informations de ce monde dans lequel nous sommes plongés. Personnellement, je peux vous donner un exemple flagrant d'un standard de beauté féminine actuel qui joue le rôle de filtre d'interprétation programmé dans le mental de notre collectivité d'humains socialisés. Le cul de Kim Kardashian. Cette OG d'influenceuse a réussi à imposer un nouveau standard de beauté, à force de faire parler d'elle et de cette rondeur postérieure apparue comme par magie à un moment de sa vie autour de 2011.
Malgré qu'elle ait tantôt évoqué la prise de poids liée à sa première grossesse pour expliquer l'impressionnante amplitude de son arrière-train, tantôt plutôt expliqué que ce gain de forme de son popotin fut une conséquence d'un traitement reçu pour soigner son psoriasis. Bref, on s'en fout. Le cul de Kim, il est un parfait exemple de là où le monde socialisé en est rendu. Les médias l'ont tellement mise de l'avant, l'image de cette femme qui a compris comment s'imposer dans notre monde médiatisé, que son cul disproportionné, cet élément si surprenant de son corps, est devenu un standard de beauté mondial, ou du moins un standard de l'humain socialisé. Aujourd'hui, les jeunes humains, qui sont donc nés au moment où cette femme ne faisait que commencer à comprendre toute la force de manipulation possible via les médias, associent l'attribut Big Bubble Butt à standard de beauté humaine féminine enviable. Les conseils pour obtenir un cul exagérément rebondi pullulent sur le net et les médias sociaux. Et des chirurgies existent pour augmenter cet appendice si désirable de nos jours, qui a même un emoji afin de communiquer cette préférence physique avec un symbole, celui de cette fameuse pêche. Et voilà, nous revenons à cette beauté qui est dans les yeux de l'être qui regarde. Pourquoi vouloir se conformer à ce standard? Pourquoi vouloir chercher à reproduire cette image qui a été tellement distribuée qu'elle a fini par créer un filtre d'interprétation de ce qui est devenu un critère de beauté physique d'un être né femme aujourd'hui? Tout simplement parce que chacun veut être vu et reconnu de manière positive. Chacun veut que le premier contact avec un semblable résulte en un jugement favorable à son égard. Dans ma fiction, il y a une clé de ce pourquoi Anaïs se trouve belle. C'est qu'elle sait qui elle est, passer cette image justement. Elle a des intérêts, des talents, des traits de personnalité au-delà de ceux de son physique. Mon héroïne sait qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde et qu'heureusement, elle sait aussi et surtout que tous les goûts sont dans la nature et que cette uniformisation des standards de beauté obtenus par le martèlement des représentations véhiculées ad nauseam via les médias, elle tue un élément magnifique de notre monde, celui de la magie, de l'imprévisibilité, de cette unicité qui motive à la découverte. Si chaque humain n'est qu'une représentation en continu d'un modèle voté comme étant le plus désirable, à force d'avoir été véhiculé en continu pendant une certaine période de temps sur les médias virtuels, comment avoir plaisir à poursuivre notre quête évolutive en tant qu'espèce? Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des poupées animées d'une intelligence artificielle. À nous de nous réapproprier cet état de fait, avant que ces standards de beauté inventés pour sustenter une soif de reconnaissance basée sur un mirage nous isolent les uns des autres, au point où des poupées au physique parfait selon des standards de beauté obtenus de filtres d'interprétation programmés dans notre mental ad nauseam via les médias, des poupées qui seront animées d'une intelligence artificielle, finissent par remplacer les humains quand viendra le temps de créer des liens intimes. C'est déjà commencé. Alors, faisons la paix avec nos physiques si uniques avant qu'il ne soit trop tard, avant que cette représentation que nous nous faisons de nous-mêmes freine notre mouvement vers ce monde dans lequel nous sommes plongés. Ce mouvement qui est nul autre que celui de notre propre raison d'être. Je n'existe pas pour l'autre, mais j'existe avec l'autre. Et mon rapport à moi-même est mon pont vers ces mondes à découvrir que sont les autres. L'uniformité est un tue-l'amour. Célébrons la beauté de notre unicité dans tout ce que cela implique de parfaites imperfections. Auditeurs de la Slow Sex, je vous l'admets, si je tiens à ce qu'il y ait 2 versions de chacun de mes épisodes, c'est que je crois qu'il faut cultiver le courage de réfléchir en créant intentionnellement le temps pour muscler et assouplir son discernement. En choisissant cette version, ma Slow Sex, c'est ce que vous faites un peu. Vous ralentissez votre tempo pour vous y investir consciemment
et accueillir des pistes de réflexion qui ont le potentiel de devenir des allumes-feu qui généreront peut-être votre propre bouillonnement d'idées. Pour la première fois depuis le début de mon projet Balado, permettez-moi, pour produire l'impulsion de cette réflexion universelle s'amorçant, de reprendre mon point de départ de mon segment transitoire, cet extrait de ma fiction. À des années-lumière de la vanité, elle se connectait plutôt à son rapport à elle-même, à ce reflet que le miroir lui renvoyait, à cette beauté qui était la sienne. Cette fois-ci, cependant, penchons-nous sur cette vanité, celle définie par le Larousse comme étant le défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même, associée à la prétention et à la suffisance. Soyons clairs, la vanité, tout comme l'uniformité, est un tue-l'amour. Un être vain est obnubilé par son ego au point de se couper des autres qui l'entourent, à moins que ces autres ne soient là pour l'encenser. Un être vaniteux est si tourné vers sa personne que de son filtre principal d'interprétation du monde, tout tourne autour de Yel. Comment peut-il en être autrement, puisque cet humain est si satisfait de la qualité indiscutable de son être que son existence se limite à surfer cette vague de self-love abyssal. Et cette satisfaction malsaine de l'être vain, c'est aussi le fameux « miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, qui est le plus beau » Walt Disneyen. Tout est une question d'équilibre, image de soi incluse. Développer un bon rapport à ce reflet dans le miroir n'en fait pas exception et est absolument nécessaire. Dans le court article publié sur le site internet de l'organisme à but non lucratif Équilibre, libre avec un L majuscule, intitulé « Quand l'apparence prend trop d'importance » et écrit par la kinésiologue Émilie Breton-Gagnon, l'autrice nous rappelle que, ouvrir les guillemets, il est normal et naturel d'accorder de l'importance à l'apparence. Par contre, celle-ci n'est qu'un élément de notre personne et de celle des autres. Nos autres caractéristiques nous définissent bien mieux. Miser sur l'être, c'est mettre l'accent sur l'ensemble de nos caractéristiques, nos intérêts, nos forces, nos valeurs et nos accomplissements. Cela permet de s'épanouir dans divers aspects de notre vie, d'établir des relations plus authentiques avec les autres et de se valoriser de manière diversifiée, ce qui confère plus d'ouverture et de résilience face à l'adversité. En bref, ça favorise notre bien-être global. Fermez les guillemets. Nous ne sommes pas qu'une image reflétée dans une glace. Nous ne sommes pas que notre carte de visite visuelle auprès de notre prochain dans ce monde. Nous sommes aussi et surtout tout ce qui se cache derrière, dans ce dedans sur lequel est apposée notre image physique, cette substance qui supporte ce visuel. Si nous mettons tous nos œufs dans cette facette de notre identité, cette image physique de notre manifestation dans ce monde, nous risquons de limiter notre existence. À l'instar de Narcisse, dont l'histoire nous vient de la mythologie grecque, et qui est cet humain qui aurait été apparemment doté d'une très grande beauté, si notre propre image nous hypnotise au point que nous devenions obsédés par un self-love hermétique, nous risquons de nous couper de ce monde définitivement. Fait intéressant, en procédant à des lectures au sujet de ce mythe de Narcisse, duquel nous vient le fameux trait de personnalité qu'est le narcissisme, j'ai découvert qu'il existe plusieurs versions de cette histoire tirée de la mythologie grecque. Dans l'une, Narcisse se mire dans l'eau claire si intensément qu'il finit par tomber dans cette masse aqueuse et s'y noyer. Dans l'autre, son désespoir de ne pas être capable d'aimer personne d'autre que cette image de lui-même le mène à se suicider, en plongeant un poignard dans sa poitrine. En plus de ces différentes versions, il existe également différentes interprétations de ce que ce mythe pourrait chercher à nous communiquer comme leçon à tirer en tant qu'individu. Sur la page Wikipédia dédiée à ce personnage mythologique,
on apprend qu'à partir de la version retrouvée dans les Métamorphoses d'Ovide, une œuvre poétique monumentale parue au début du 1er siècle, dans laquelle Narcisse meurt de manière imprécise, le psychothérapeute Thomas More offre une interprétation qui propose tout le contraire de ce que l'histoire a laissé comme trace subsistante de son récit dans notre conscience de collectivité humaine. En effet, plutôt que d'associer Narcisse et son obsession à son image physique, à une vanité maladive et fatale qui le mène à sa mort, il y voit plutôt une allégorie de l'humain qui existe d'abord grâce aux éloges reçus des autres, pour évoluer ensuite à la découverte de sa beauté réelle et entière, ce qui le mène à la mort de son ego vers l'épanouissement de son soi. Mourir à soi-même en quelque sorte pour mieux renaître. Toujours sur la page Wikipédia consacrée à ce personnage de la mythologie, une autre interprétation marginale par rapport à la plus courante. Le philosophe Fabrice Midal, à nouveau s'inspirant de la version d'Ovide, dit que, ouvrir les guillemets, le personnage de Narcisse nous invite à, au contraire, prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous, pour chercher, à travers la beauté, le sens profond de notre existence. Fermez les guillemets. Prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous, pour aller voir tout ce qui se cache derrière, dans ce dedans sur lequel est apposée notre image physique, cette substance qui supporte ce visuel, qui est notre carte de visite dans ce monde. Et puis, cette troisième interprétation, plus contextuelle et anthropologique, retrouvée sur le site Internet du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse français, Odysseum, qui offre des ressources des langues, cultures et civilisations de l'Antiquité, dans un article portant le titre de « Le mythe de Narcisse et l'Antiquité au XXe siècle ». Ouvrir les guillemets. Frontizi Ducroux part de la fonction du miroir dans l'Antiquité pour interpréter le sens du mythe à l'époque grecque. Le miroir chez les Grecs est une chose exclusivement féminine, toujours représentée entre les mains d'une femme, sa présence définit un lieu féminin. Ou alors il représente le caractère féminin d'un homme dont on veut se moquer. C'est que, dans le miroir, la femme dialogue avec elle-même, et cette réflexivité renvoie à sa condition. Clôture, fermeture, voire réclusion. La femme, de bonne famille, ne sort pas de chez elle. Elle s'éprouve dans le miroir comme l'objet qu'elle est entre les mains de l'homme. Au contraire, l'homme, dans la cité grecque, est sujet. Le seul miroir possible, comme dit Platon, c'est l'œil de l'autre, l'autre sujet, l'autre homme, par lequel il se voit. Fermez les guillemets. De toute évidence, dans notre société socialisée de ce XXIe siècle, chacun de nous est un peu cette femme de l'Antiquité qui dialogue avec elle-même, au travers son miroir, comme une prisonnière en geôle. Et aussi un peu cet homme de l'Antiquité, qui se voit exister par l'œil d'autrui. Justement, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Serait-elle là la véritable beauté, celle que cet engouement malsain du selfie tente véritablement de saisir? Cette soif de reconnaissance nous viendrait-elle en fait de notre quête de saisir qui nous sommes, derrière nos traits physiques, derrière cette carte de visite visuelle que notre enveloppe corporelle constitue? La piste du psychologue Thomas More serait-elle donc la bonne? Qu'à force de nous mirer, nous en arriverions à percer la barrière de l'ego pour atteindre notre soi, et ainsi plonger dans cette substance impalpable qui nous remplit, nos idées, nos valeurs, nos traits de personnalité, cette substance qui est ce que nous sommes vraiment. Dans un article d'un site répertoire d'aide psychologique du nom de psychologue.net, intitulé « L'estime de soi nous rend-elle plus beau ?»,
On peut y lire que, ouvrir les guillemets, entre le fait d'être beau et celui d'être séduisant, il y a un monde. Et un avantage considérable pour le second, qui ne se base pas sur un hasard accordé par la nature, mais sur notre propre personne. Nous pouvons changer notre comportement pour devenir plus attirant, plus attrayant, plus fascinant. Fermez les guillemets. En effet, au-delà des dés génétiques jetés par l'union féconde de deux humains qui se reproduisent, au-delà des filtres de correction de nos traits physiques offerts par les applications technologiques et au-delà des moyens chirurgicaux, il y a ce que nous dégageons. Il y a le charme. Serge Gainsbourg en fut un parfait exemple. Pour moi, cet artiste multidisciplinaire décédé en 1991 est cette preuve que d'être beau, ce n'est pas tout, bien au contraire. Serge Gainsbourg est né avec des traits physiques plutôt ordinaires, que certains qualifieraient même de moches. Mais il a eu des femmes d'une beauté physique inouïe à son bras et dans son lit toute sa vie. Gainsbourg était un séducteur, fort de sa verve, de son amour de la langue française, capable de l'utiliser pour charmer, pour faire rire, pour vibrer et créer. Cet humain avait compris que ses traits physiques n'étaient pas une finalité, et cela l'a peut-être même motivé à développer son unicité bien personnelle, à devenir un individu riche intérieurement, un individu magnétique. Pour revenir à cette expression qui dit que les yeux soient le miroir de l'âme, il est intéressant de savoir qu'elle est un dérivé d'une pensée de Cicéron, un avocat, homme d'État, philosophe et écrivain ayant vécu au cours du dernier siècle avant Jésus-Christ, originellement formulée comme suit, ouvrir les guillemets. Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes, fermez les guillemets. Les interprètes de l'âme en ce sens qu'ils reflètent la qualité d'âme, de cette substance impalpable, qu'ils en sont les acteurs. Je l'ai dit dans mon épisode 2, nous sommes tous uniques, pas deux individus qui ne soient les mêmes sur la planète. Au-delà des dés génétiques jetés par l'union féconde de deux humains qui se reproduisent, il y a notre pouvoir de rayonner, de nous rendre magnétiques, sans tomber dans le narcissisme pour autant. Parce qu'au-delà de notre beauté physique, il y a notre beauté intérieure. Sur le site internet de Passeport Santé, plateforme sur laquelle se trouvent des articles sur la santé de qualité professionnelle rédigés par des spécialistes du milieu médical, dans l'article intitulé Beauté intérieure, rédigé par la journaliste Annabelle Iglesias, on peut lire que, ouvrir les guillemets, la beauté intérieure, c'est l'image que l'on a de soi et que l'on renvoie aux autres. Il ne s'agit pas de l'image renvoyée à travers notre physique uniquement, mais celle que l'on donne à voir par notre être profond. Ce sont toutes les qualités qui font que nous sommes bons envers nous-mêmes et envers les autres. L'écoute, l'empathie, la générosité, la compréhension, la confiance en soi et envers les autres, la solidarité, l'amour de soi et l'amour pour les autres, la bienveillance. Fermez les guillemets. Et puis, un peu plus loin, ouvrir les guillemets, la confiance en soi est l'élément indispensable qui nous donne accès à notre beauté intérieure. Le problème est que nous n'y avons pas tous accès à cause d'un certain nombre d'éléments qui peuvent mettre à mal notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Or, les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes et manquent de confiance en eux développent des mécanismes de défense incompatibles avec la beauté intérieure. L'enfant n'est pas vicieux à la base. L'éducation et certains événements douloureux de la vie peuvent malheureusement nous ôter cette capacité à nous aimer et à aimer les autres, constate Catherine Béard, sophro-analyste. Fermez les guillemets. La sophro-analyse est une pratique psychothérapeutique qui prend racine dans la sophrologie, qui est, toujours sur le site Passeport Santé,
un entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être. Donc, nous naissons tous avec cette capacité à aimer, nous-mêmes et les autres, et à vibrer conséquemment de cette beauté intérieure qui transcende celle physique. Mais un peu à l'instar de ce que je vous disais au début de cette réflexion universelle, chers auditeurs de la Slow Sex, il faut cultiver le courage d'aller à la rencontre de soi-même en créant intentionnellement le temps pour explorer son monde intérieur. Je dis souvent que tout n'est qu'une question d'interprétation. Les différentes interprétations du mythe de Narcisse en furent un bel exemple. Cicéron dit que nos yeux sont les interprètes de nos âmes. Interprète dans le sens de transmetteur de cette substance impalpable qui nous constitue, comme une porte d'entrée à ce qui bout en nous. Si vous recherchez la définition du mot interprétation dans les dictionnaires, vous verrez que ce même terme peut autant signifier donner un sens à qu'action ou manière d'exprimer. Moi, je dis que nos yeux, ces fameux miroirs de nos âmes, les seuls miroirs qui aient une véritable valeur dans nos vies, ils doivent autant reconnaître que transmettre. Reconnaître la beauté qui nous entoure par nos yeux, donner un sens à ce monde dans lequel nous sommes plongés, ce monde où nous côtoyons nos compères humains, leur beauté, mais aussi transmettre notre monde intérieur de notre mieux, parce que nous avons le courage de cultiver notre unicité, bien au-delà de la vanité. Nous avons le courage de mourir à nous-mêmes à force d'expériences de vie qui nous façonnent et nous transforment en êtres magnétiques. Moi, je dis que nos yeux, ils ne sont pas des miroirs. Moi, je dis que nos yeux, ils sont des portes battantes. À vous qui me tendez l'oreille, je vous le confie, je ne vis pas un moment facile de mon existence. J'en ai glissé un mot dans ma confidence de mon 18. Ma confiance en moi-même fut définitivement fragilisée en avril dernier lorsque ma dernière relation intime significative prit fin. Et conséquemment, mon contact avec mon unicité semble avoir du mal à se rétablir. Jusqu'à maintenant dans cet épisode, il fut question de beauté, de cette carte de visite visuelle qu'est notre physique, mais aussi de ce que nous devons cultiver de notre substance intérieure pour exister de manière plus intrigante et complète dans ce monde, parmi les autres, cette unicité justement, ce qui nous constitue véritablement au-delà de notre image. Qui sommes-nous? Quelles sont nos qualités propres, nos défauts, nos valeurs, nos conceptions du monde, nos espoirs, nos vices, etc.? Qui se cache derrière notre masque? Qui se révèle par notre regard, par nos paroles, par nos gestes? Qui suis-je? En quoi est-ce que ma beauté est-elle particulière? Ma beauté intégrale, celle qui englobe autant cette image physique que cette substance impalpable. En avril dernier, l'être humain avec qui je vivais une intimité depuis 14 mois a décidé de changer notre lien. C'est un homme marié. Il a choisi de redonner une chance à son union maritale et m'a proposé de rester dans sa vie, mais en soustrayant l'amour qui nous unissait dans l'équation de notre deux. Je lui ai dit que je ne croyais pas qu'une telle chose était possible, du moins pas pour moi. Ces boutons CTRL-ALT-DELETE suivis d'un solide reset étant inexistants dans mon âme. Faire fi de tout ce qui m'avait mené à l'aimer et poursuivre une connexion en effaçant notre mémoire de sur mon disque dur, relevait de l'impossible. Alors, je lui ai dit qu'il fallait mieux mettre fin à notre deux. Quand je fais le bilan de mes relations intimes sur du long terme, je dois avouer que mon rapport à ma confiance en moi est venu du lien que j'ai créé avec moi-même en premier lieu. Mais, mis à part pour cette femme avec qui j'ai partagé de l'intimité de 2020 à 2022, ce dernier humain avec qui j'ai partagé un lien de monogamie émotionnelle, du moins selon ce que cette relation me donnait comme impression,
Il me faisait sentir belle comme peu d'humains avaient réussi à le faire auparavant. Entendre ce que ce dernier partenaire me disait parfois, que j'étais la plus belle femme avec qui il avait partagé de l'intimité dans sa vie, ces mots formulés pendant nos moments de vulnérabilité, avec son regard ébloui et un tremblement dans sa voix, cela m'a fait m'abandonner à cette confiance que de ce fait, il aurait une possible motivation à entretenir un engagement réel envers moi, à me faire une place significative dans sa vie. Et quand il m'a proposé de poursuivre notre lien sur de nouvelles bases qui excluaient l'amour que nous avions partagé, il ne m'a pas dit qu'il ne me trouvait plus belle. Il n'a pas formulé ces mots bien précisément. Et pourtant, sa proposition a fait éclater en mille miettes le miroir de ma beauté par ses yeux. À nouveau, dans mon existence, je fus réduite à cet objet désirable physiquement qui, malgré une unicité certaine, ne mérite pas que son unicité soit appréciée à sa juste mesure. Moi, femme libre et indépendante, femme sexuelle, en quoi est-ce que ma beauté intérieure pourrait faire vibrer quelqu'un assez significativement pour que cet individu veuille s'engager à être mon partenaire principal au quotidien? Et puis, de mi-mai à fin juillet, j'ai fréquenté un nouveau partenaire, celui mentionné dans mon 18, celui de la salle de bain carrelée de la chambre de motel, celui qui m'a glissé un pouce enduit de sa salive de fumeur de cigarette dans le cul, celui par qui le déséquilibre de ma flore vaginale est revenu, celui qui a une expertise en psychologie. Après ma deuxième déclaration de notre incompatibilité à poursuivre une connexion survenue au bout d'un mois environ, il a dit de moi que mon style d'attachement est « fearful avoidant », craintif évitant en français, basé sur la théorie de l'attachement. En gros, je me méfierais de nouer des liens de confiance avec des partenaires intimes, et je mettrai fin à la relation dès que je perçois un red flag pour éviter de me faire blesser en premier lieu, donc blesser plutôt en défensive hâtive. Bon, oui, j'ai de la difficulté à me laisser aller à la confiance, je l'admets, et ce, de plus en plus. Mes expériences d'intimité m'ont éprouvé. Only normal when we put ourselves out there. Cercle vicieux s'il n'en est un. Je vais vivre des expériences d'intimité, je me rends vulnérable émotionnellement au contact des humains avec qui je vis de l'intimité, et ce faisant, je leur laisse une part de moi-même. Non pas parce que je ne suis pas capable de faire la part des choses, mais parce que n'est-ce pas cela, faire confiance, partager des moments, des confidences, les déposer dans un être? Naturellement, quand cette relation prend fin, l'être repart avec ce que nous y avions déposé par confiance. Il faut l'assumer, et je l'assume. Mais je vous avoue que là, à ce moment-ci de mon existence, à presque 47 années sonnées sur cette planète, j'aimerais qu'un humain soit bien intentionné à mon égard, bienveillant, ouvert à qui je suis, dans mon entièreté, incluant ma sexualité assumée, mais ne s'y limitant pas, et qu'il ne se comporte pas comme un voleur à mon égard, qu'il ne prenne pas le meilleur de moi, ma gentillesse, mon ouverture d'esprit, ma générosité émotionnelle, mon écoute. J'aimerais qu'un humain m'aime comme je sais aimer et comme j'aime quand j'aime. Avec respect pour l'expertise de cet individu qui fut dans mon intimité pendant 2 mois au total, je ne crois pas être une craintive évitante. Je crois être une humaine qui sait aimer, qui veut aimer, mais qui n'a pas encore trouvé de lieu sûr pour vivre cet amour de manière réciproque, en toute confiance. Et oui, si je ne me sens pas respectée et considérée, je le nomme et je prends la décision de fermer la porte à cette connexion. De retour à la beauté qui est bien plus que notre image physique. Qui suis-je? C'est un ensemble de facteurs et un ensemble de rôles. C'est la mère que je suis, l'amie, la sœur, la fille de, la collègue. C'est cette humaine qui danse, c'est celle qui jouit, celle qui s'adresse à vous, celle qui conduit sa voiture en écoutant de la musique à tue-tête. Ma beauté, c'est mon fils et ma fille qui me disent qu'ils m'aiment parce qu'ils me trouvent rigolote. C'est mon engagement loyal dans mes relations amicales. C'est mon écoute et ma présence presque au quotidien en tant que sœur pour cette sœur qui s'investit dans notre lien,
et qui est chère à mon cœur. C'est le respect que j'ai pour ma mère malgré nos différences. C'est mon effort de contribuer à mon équipe de travail qui apprécie mon travail. C'est le flot qui me traverse quand je suis sur la piste de danse. C'est le son de mon abandon aux caresses que je retourne avec générosité. C'est mon focus dans ma solitude. Ma beauté, c'est la jeune femme dans la salle de bain au pique-nique électronique il y a 2 dimanches, qui me dit spontanément qu'elle m'a remarqué sur la piste de danse, mon énergie, mon plaisir, et qu'elle voulait me le communiquer. Ma beauté, c'est cet homme gai qui m'est étranger, âgé d'environ 70 ans, désinhibé par une substance, qui me dit en pleine conversation spontanée au mois de février dernier que je suis dotée d'une beauté androgyne qu'il se doit de me signifier. C'est cet employé du Costco qui me salue toujours de son plus beau sourire lorsque nous nous croisons. C'est cet ami qui me dit avant-hier que mes étirements à l'extérieur de la voiture pendant notre temps d'attente interminable au poste frontalier il y a 1 semaine was the nicest bit of wildlife observation that he had the pleasure of seeing in quite some while. Bien sûr que mon image de moi-même, celle que je cultive par ce reflet dans le miroir, elle a son poids dans la balance de mon rapport à moi-même. Et comme Anaïs, cette héroïne de la fiction de ce 19 en cours, m'offrir parfois des sessions de photos et de vidéos sexy m'aide à maintenir ce lien. Autant que je suis du genre jogging, t-shirt et hoodie dans mon quotidien, autant que je peux être une créature fort désirable lorsque je m'effeuille. Mais mon corps, cette enveloppe, je veux la trouver attirante d'abord. Je veux pouvoir me sentir belle face à moi-même. Si tel est le cas, ma mise en rapport avec les autres reposera sur cette clé que je porte en moi. Et si un humain me trouve assez attrayante pour vouloir entrer en intimité avec moi, alors joie. Mais ne pas m'attendre à une validation externe de ma beauté intérieure et extérieure. Faire naître cette validation depuis mon dedans. Attendez, ne suis-je pas en train de me contredire? Je dis que je suis la première responsable de mon rapport à mon image à moi-même et tout à la fois, en début de cette confidence, je dis que lorsque j'entre en intimité avec un humain, je dépose une part de confiance dans cet être, ce qui fait en sorte que ce regard porté sur moi prend une importance dans mon processus de validation existentielle. Et ouais, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant mon projet créatif, nous ne sommes pas seuls sur cette planète et nous ne sommes pas faits pour exister seuls non plus. Le me, myself and I, c'est un triste échec de ce pourquoi nous sommes incarnés en humains. Aussi beaux que nous soyons, aussi uniques que nous nous développions, rien n'est déterminé sans notre rapport aux autres dans ce monde. Revenons à cette théorie de l'attachement, qui déterminerait notre style de mise en relation dans l'intimité en tant qu'adulte. Je considère que mes parents ont fait un foutu bon boulot pour me donner les outils pour aimer. Ma mère a fait du cododo avec le poupon que je fus, m'a massé. Elle m'a fourni les signaux d'amour nécessaires à établir un lien de sécurité émotionnelle pour ma suite des choses parmi les humains. Elle m'a aussi donné des leçons de vie lorsqu'il était temps de le faire. De plus, fondamentalement, je suis venue dans ce monde rempli d'amour, et je crois que c'est le cas de tous les humains. Chaque humain naît avec un plein potentiel d'aimer, et puis, life happens. Les expériences de vie, que ce soit au contact de nos parents, de notre fratrie, de nos amis, de tous nos liens sociaux, elles nous laissent des impressions qui imprègnent notre corps émotionnel. Au travers de tout cela, il faut se le rappeler, que nous sommes nés remplis d'amour, que nous sommes faits pour aimer, au travers tous ces possibles revers rencontrés, et que nous sommes capables de recevoir de l'amour à notre tour. Démophile, un écrivain grec antique, aurait affirmé que, ouvrir les guillemets, la figure fait la beauté d'une statue, l'action fait celle de l'homme, fermez les guillemets. Ma manifestation dans ce monde, c'est cette beauté intégrale, celle qui vient par mes décisions, chacune de mes décisions. Chaque geste d'amour que je me porte,
en prenant soin de mon alimentation et de ma santé, en prenant soin de mes besoins émotionnels, en prenant soin de mon plaisir et chaque geste que je porte lorsque je rencontre un semblable, mes mots, ma courtoisie, ma gentillesse, ma considération, ma générosité à son égard. Sous peu, je retenterai le plongeon dans la mise en relation intentionnelle avec un humain via une application de rencontre. Par mes photos, cette carte visuelle de ma manifestation dans cet univers, je me ferai peut-être dire des choses comme « tes longues jambes me font rêver » à cause de cette photo sur laquelle on me voit vêtue d'une robe vert émeraude portefeuille. Ou « tu rayonnes de bonheur » à cause de cette autre photo sur laquelle on voit mon visage souriant et bronzé, cadré par un ciel bleu d'été. Ou tout simplement un « you're fucking hot » en lien avec la photo de moi portant un short et un chandail crop top sur le point de partir à un événement de danse électro. Tous des commentaires qui m'ont été formulés au mois de mai dernier. Je dirai quelque chose comme « merci beaucoup pour ce compliment » et en retour, j'en formulerai un sincère à cet être interlocuteur que j'avais d'ailleurs liké si nous en sommes venus au chat. Un mot gentil à propos de sa carte de visite visuelle qu'est son image pour ensuite faire évoluer cette confirmation de match à l'établissement d'une communication. Là, les choses se préciseront encore un peu. Les mots nous révéleront l'un à l'autre, feront poindre notre beauté intérieure. Et nous saurons si nous voulons nous rencontrer dans la réalité, et si oui, autre étape, cette réalité, pour confirmer si l'attirance, ce signe positif face à notre rapport à la beauté d'un individu, est au rendez-vous en présentiel. Mais vous savez quoi? Plus je vieillis, plus je sais que l'attirance physique, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Si l'humain avec qui j'interagis a une dentition propre et un beau sourire, s'il ne fume pas la cigarette, s'il prend soin de sa personne par une discipline personnelle, si cet individu peut soutenir une conversation stimulante qui sera ponctuée de sourires et de rires, alors là, oui, je voudrais me laisser aller à la vulnérabilité d'un moment intime. Pendant trop d'années, je n'ai pas laissé la chance à tous les coureurs à qui j'aurais peut-être dû le faire, tout simplement basé sur cette attirance physique brute qui n'était pas à 100% au rendez-vous à l'étape de la rencontre dans la réalité. Maintenant, pour avoir vécu de l'intimité avec des êtres qui ne m'attiraient pas d'emblée physiquement, mais qui détenaient d'autres clés personnelles pour me faire m'abandonner, je peux confirmer que, voilà, être beau à mes yeux, c'est de l'intérieur que ça origine. Tout le reste, cette image carte de visite, elle devient une belle cerise sur le sundae. Ce partenaire récent, celui de mi-mai à fin juillet, physiquement, il n'aurait pas été mon type il n'y a que 2 ans à peine. Et pourtant, notre chimie sexuelle fut crissement au rendez-vous. Cet homme marié avec qui je suis tombée en amour, il ne fut pas mon type d'emblée lorsque nous avons connecté il y a 2 ans. Et pourtant, une fois que nos sessions intimes nous révélèrent tout l'incroyable potentiel de notre chimie, dès que son corps prenait le mien contre lui, encore tout habillé, je mouillais instantanément, un peu comme le réflexe de Pavlov, mon plaisir sachant que la proximité physique avec cet humain mènerait fort probablement à une délicieuse jouissance. Certains diraient que je suis belle, d'autres ne me remarqueraient même pas si nous nous croisions. Je ne peux pas plaire à tout le monde, et cela ne fut jamais, au grand jamais, un but, de plaire. J'ai plutôt consacré mon existence à me parfaire, en visant l'équilibre entre mon rapport à moi-même et à celui avec les autres. Je crois qu'elle est là la clé de ma beauté. Je me vois et je vois ce qui m'entoure. Je reconnais ce qui est vibrant de moi et je reconnais ce qui fait vibrer les humains que je côtoie. Je me transmets du love en établissant une communication positive à mon égard. Et je transmets du love en optant pour une communication positive avec les êtres qui croisent mon chemin. La beauté, c'est surtout et avant tout embrasser l'art de vivre. La bonne nouvelle, c'est que de ce trésor, nous en possédons tous la clé, la nôtre de beauté.